Il y a 2 millions d'années, poussés par de multiples contraintes, de lointains ancêtres, les premiers hominidés, sortent du continent africain et gagnent rapidement les confins du globe. Homo habilis, Homo ergaster, homme de Pékin, antécessor, dans ce buisson foisonnant de l'évolution, apparaît en Afrique il y a 100 000 ans Homo sapiens, c'est-à-dire nous, doués de parole. Mais sommes-nous vraiment les premiers à avoir parlé ? Aujourd'hui, des chercheurs de toutes disciplines contestent cette idée reçue et se tournent naturellement vers notre plus proche cousin, l'homme de Néandertal, apparu en Europe il y a 250 000 ans. Nomade infatigable et extraordinaire chasseur, l'homme de Néandertal n'apparaît plus comme un être à l'humanité imparfaite. La question de savoir si Néandertal pouvait parler n'est plus désormais inconcevable. Comme le langage ne fossilise pas, les scientifiques doivent interpréter chaque indice. Et pour tenter de savoir si Néandertal parlait, ils formulent des hypothèses à partir des traces laissées par des activités telles que la chasse. Les hommes de Néandertal, ici, amènent des morceaux de carcasse de renne pour en extraire le maximum de ressources alimentaires. Ils extraient toutes les parties molles, toutes les parties musculaires. Ils cassent tous les os pour en extraire la moelle marron, riche en graisse. Ils cassent et ils emportent toutes les extrémités articulaires qui a la moelle rouge, riche en sang, afin de stocker cette ressource alimentaire, assez probablement à l'endroit où ils vivaient. Donc c'est un peu une boucherie, finalement, du paléolithique moyen. Cette pratique, bien sûr, nécessite un langage parce qu'il faut pouvoir communiquer avec toutes les autres personnes qui font le même type d'activité. Il faut pouvoir communiquer avec les membres du groupe dans lequel on vit pour pouvoir stocker cette nourriture. C'est un comportement qui est très spécialisé. L'idée qu'on va préserver de la nourriture afin de pouvoir s'alimenter dans le futur. Et c'est un comportement aussi très spécialisé par rapport à toutes les questions relatives à cet environnement qui était autour d'eux et qu'ils connaissaient parfaitement. C'est dire qu'ils avaient des capacités cognitives similaires aux nôtres. Et pour moi, ces capacités cognitives impliquent des capacités langagières d'une complexité identique. Si Bruno Moreille formule cette hypothèse, c'est que les scientifiques qui étudient le mode de vie de Néandertal le voient bien plus proche de nous qu'ils ne le pensaient auparavant. Cet homme de Néandertal qui a vu arriver Homo sapiens en Europe il y a 50 000 ans et qui l'a côtoyé pendant 20 000 ans avant de disparaître mystérieusement. Si les archéologues accordent donc aujourd'hui à l'homme de Néandertal la possibilité de parler, c'est qu'une révolution de la pensée scientifique s'est produite dans les années 80. Jean-Louis M., chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, a porté le premier coup. En 1981, il procède à une nouvelle restauration du crâne d'un homme de Néandertal vieux de 50 000 ans, qu'on avait découvert au début du XXe siècle. C'est à partir de lui que les scientifiques avaient conclu que Néandertal ne pouvait pas parler. Et là, surprise. Tout ce qui a été étudié avant ma constitution pose un peu un problème, c'est qu'on n'avait pas les données réelles. La base du crâne était placée en position très horizontale, ce qui avait eu pour effet de faire penser
que cette position ressemblait davantage à celle d'un singe. D'où toute la polémique qui a été présentée depuis une trentaine d'années sur l'incapacité des Néandertaliens à profiter de la parole. Alors cette reconstitution annule complètement toutes ces idées pour permettre pour montrer justement qu'avec une base du crâne fléchie comme chez nous, la capacité phonatoire était possible, parce que ça entraîne tout un mécanisme au niveau de la posture du corps et tout le reste. Donc par conséquent, il y a une corrélation étroite entre la position de notre corps et la position de la tête au-dessus de la colonne vertébrale. Et ça, c'est la bipédie qui a été à l'origine de cette disposition. Un an plus tard, en 1982, un nouvel élément survient. Il va conforter les scientifiques qui pensaient que Néandertal avait la capacité anatomique de parler. Un groupe international de chercheurs reprenait des fouilles commencées dans les années 30. Deux anthropologues, Anne-Marie Tillier et Baro Karensburg, en faisaient partie. Leur découverte a été faite dans une grotte du Mont Carmel, près de Haïfa, dans ce Moyen-Orient qui est depuis toujours le passage naturel entre l'Afrique et le reste du monde. Nos différents ancêtres qui recherchaient d'autres espaces, d'autres climats, d'autres biotopes, se sont croisés ici depuis au moins 2 millions d'années. Une sépulture de Néandertal d'environ 60 000 ans va fournir cet élément nouveau. On a vu apparaître en fouillant, c'est une collègue qui a trouvé les premiers éléments des premiers os humains. Ensuite, on a commencé à décaper progressivement et on a mis en évidence tout un squelette qui était conservé avec les connexions anatomiques. Et donc, ça a été une découverte pour nous fantastique parce que c'était la première pour la période considérée et dans tout l'ancien monde depuis plus de 25 ans. Donc, ça a été l'émoi sur le site et les fouilleurs, qui étaient des fouilleurs venant des différentes universités israéliennes, américaines ou françaises, ont été très excités eux aussi par cette découverte. Peut-être la plus importante, c'est cette petite os qui s'appelle hyoïde. Et c'est la première fois qu'il a été trouvé dans des très anciens exemplaires humains. C'est lui qui est la base, on peut dire, de la phonation, qui nous indique quelle est la distance entre la larynx, larynx, pharynx et la base du crâne. Il nous indique quelles sont les possibilités d'avoir une chambre sonore pour faire le son qu'on a besoin pour parler. Et maintenant, ici, vous avez la mâchoire, la mandibule. Ça a une très très proche relation avec l'os hyoïde. Ils ont comme ça, un presque attaché à l'autre. Et donc, si moi j'ai le hyoïde et la mandibule, je peux savoir exactement quelle est la relation entre les deux composants anatomiques. Et aussi, on peut savoir quelle est la distance entre la base de crâne et le petit os hyoïde. Donc c'était une première découverte. Et ça a amené de la part des collègues qui pensaient que l'origine du langage était directement associé à l'homme dit moderne, c'est-à-dire aux hommes du Paléolithique supérieur qui avaient également découvert l'art, de constater qu'avant la manifestation de l'art, pariétal ou autre, il y avait déjà un langage articulé. Depuis, nos collègues espagnols ont trouvé dans un site près d'Atapuerca, le site de Cima de los Huesos, des os hyoïdes, qui leur permettent de dire que dans ce site, dans des niveaux datés autour de 500 000 ans, selon les dernières datations publiées, l'os hyoïde était déjà de morphologie moderne. Et là, ce seraient des hommes fossiles qui ont précédé les Néandertaliens. Ce ne sont pas encore tout à fait des Néandertaliens, pour eux. La possibilité de parler venait de remonter de 400 000 ans, avant même l'homme de Néandertal. Et si Homo sapiens et Néandertal pouvaient tous deux parler, il est permis de penser que Homo ergaster, leur ancêtre commun dans l'évolution, pouvait lui aussi parler. Hypothèse qui permettrait de remonter de 2 millions d'années.
Pour pousser plus loin l'enquête, Jean-Louis M., qui avait restauré le crâne du muséum, a fait appel à Louis-Jean Boé, spécialiste de la parole. Il voulait vérifier que le conduit vocal de Néandertal lui avait permis de produire la grande variété des sons que nous utilisons pour parler. Louis-Jean Boé a alors mis au point un modèle virtuel du conduit vocal de Néandertal qu'il a réalisé. Jusqu'à maintenant, il y avait une théorie qui était largement diffusée, qui consistait à dire le singe ne parle pas, le bébé ne parle pas, Néandertal ne pouvait pas parler parce qu'ils avaient un petit pharynx. En fait, les travaux que nous avons menés montrent tout d'abord qu'un conduit vocal de singe à la naissance est exactement identique à un conduit vocal de bébé. Donc le bébé, très rapidement, à partir de 7 mois, va babiller, va pouvoir parler. C'est à partir de 4 ou 5 mois que le bébé devient capable de jouer avec les variations de sa voix au moment où son larynx vient se mettre en place, comme s'il était voué au langage. Nous avons montré même qu'un conduit vocal de singe adulte, de chimpanzé adulte, pouvait produire tous les sons qui sont présents dans les langues du monde. Mais aucun chimpanzé n'a parlé. Donc en fait, si le chimpanzé ne parle pas, ce n'est pas à cause de son conduit vocal, c'est à cause de la maîtrise de son conduit vocal et de son incapacité à associer des gestes à des sons et à du sens. Les scientifiques doivent ainsi abandonner la théorie selon laquelle seul Homo sapiens pouvait parler grâce à la position de son conduit vocal. Mais si avoir les organes pour parler ne suffit pas pour inventer le langage, dans quelle direction faut-il chercher pour en trouver les origines ? Le langage dont nous parlons, dans le sens où un individu communique avec un autre et qu'ils se comprennent, n'est pas dû, selon moi, à des raisons anatomiques. Je pense que, si nous voulons une réponse, nous devons regarder du côté des recherches archéologiques et nous intéresser particulièrement à l'époque où apparaissent les outils standardisés. Naturellement, je ne parle pas de bouts de bois ou d'os, mais bien d'outils qui sont standardisés. Il existe donc des règles pour les fabriquer. Ceci a commencé, disons, il y a environ 2 millions d'années. Ce phénomène constitue déjà un indice important de l'existence d'une forme de communication, utilisant probablement le langage. Qui dit technologie complexe dit apprentissage, dit transmission des savoirs. Et ces savoirs, à un moment donné, sont tellement sophistiqués, tellement complexes qu'on peut difficilement imaginer qu'il ne s'agit que de transmission des savoirs par des grognements ou des gestes. Et on peut supposer effectivement un langage articulé assez rapidement. Ceci est un grattoir. C'est un grattoir qu'on peut tenir dans ses mains.
Et il a probablement été un très bel outil de boucherie. Mais ce n'est pas tellement sur l'outil que je veux attirer votre attention, mais sur le matériau. Sur le site lui-même et à proximité, la qualité du silex est extrêmement mauvaise. Il n'est pas très facile à tailler et il ne permet pas de fabriquer un outil fonctionnel. Cependant, on trouve à plus de 30 km de là un gisement de silex comme ce silex-là, qui permet de fabriquer de très bons outils. Les Néandertaliens connaissaient la différence entre ces deux sortes de silex. Ils sont partis, ont parcouru les 30 km aller-retour et ont rapporté le bon silex. Ils conservaient les outils faits avec ce silex de très bonne qualité et quand le bord s'était émoussé, ils l'aiguisaient. Naturellement, l'outil rapetissait et ils l'aiguisaient alors à nouveau jusqu'à finir par l'abandonner. Pour moi, ceci révèle une capacité extrêmement complexe de compréhension. Penser une forme avant de la tailler dans le silex, imaginer ce qui n'existe pas encore, envisager le futur, évoquer un objet qui n'est plus là, c'est le propre d'une activité symbolique. Et le langage est inconcevable sans la pensée symbolique. Jusqu'ici, les archéologues ont approché la question de la représentation symbolique à travers les peintures rupestres, les arts plastiques ou la gravure sur ivoire et sur bois. Nous n'avons rien trouvé de tel pour l'homme de Néandertal. Mais cependant, il existe certains éléments prouvant que ceux qui vivaient sur les côtes françaises façonnaient des objets décoratifs. Ceci pourrait vraiment signifier que, d'une certaine façon, ils étaient capables de représentations symboliques. J'irais donc jusqu'à dire qu'ils pouvaient réellement utiliser le langage. Rechercher les origines du langage, c'est aussi rechercher les traces de cette pensée symbolique. C'est ce que Francesco D'Erico traque à travers le monde et étudie. Il y a 10 ans, on considérait que les premiers objets de parure avaient été créés par des hommes comme nous, arrivant en Europe il y a environ 40 000 ans, et remplaçant les derniers Néandertaliens. Aujourd'hui, nous savons que les premiers objets de parure ont été utilisés en Afrique du Sud, en Afrique du Nord et au Proche-Orient il y a au moins 100 000 ans. Ces coquillages ont été délibérément choisis, ramassés sur la plage, perforés, portés, coloriés. Donc nous avons là les preuves d'une volonté claire de changer l'image de notre corps et le transformer dans un symbole qui pouvait communiquer des informations aux membres du même groupe ou aux membres des groupes voisins. Ce que vous voyez ici est un fragment d'oxyde de manganèse utilisé comme colorant par les Néandertaliens il y a 50 000 ans. Sur la facette sur l'écran, vous voyez des stries obliques, légèrement obliques par rapport à l'axe de la facette. Ces stries ont été produites par les Néandertaliens en abrasant le colorant sur un fragment de grès. Nous avons dans le même site des fragments de grès, des plaquettes de grès qui portent encore les traces de cette abrasion sous la forme d'une tache de couleur noire. Pourquoi ils l'utilisaient? Nous pensons, d'après l'analyse microscopique des colorants et d'après l'étude rugosimétrique des facettes, que ces colorants devaient être, après la première abrasion, utilisés sur des surfaces souples, comme de la peau animale ou de la peau humaine, peut-être pour produire des peintures corporelles. L'usage de ces décorations par Néandertal est donc un indice supplémentaire de sa capacité à parler. Mais pour les hommes préhistoriques qui l'ont précédé, aucune trace d'activité artistique ou symbolique n'a pu être retrouvée. Les archéologues n'ont que quelques rares squelettes ou ossements pour poursuivre leur enquête. Mais comment peut-on lire les traces de ce processus d'évolution
qui a conduit à la pensée humaine et au langage dans des crânes fossiles dont le cerveau a disparu? Des indices existent, mais il faut parfois savoir faire parler de petits détails, comme les légères marques que les circonvolutions de nos cerveaux laissent à l'intérieur des boîtes crâniennes. C'est ce que nous montre Alan Mann. À l'arrière du cerveau, on trouve un sillon très fin qui a la forme d'une demi-lune. On l'appelle donc scissure en forme de lune ou scissure de lune. Chez les singes, ce sillon se trouve un peu vers l'avant du cerveau, ce qui signifie que la partie juste derrière, où se situe la zone qui reçoit les images envoyées par les yeux, est comparativement plus grande. Quand on compare cette position de la scissure de lune chez les chimpanzés et chez une créature comme l'Australopithèque d'Afrique du Sud, on voit que la scissure de lune sur le cerveau, à l'intérieur de sa boîte crânienne, se trouve par contre plus loin en arrière. Juste devant, on trouve une aire très importante d'association qui est plus petite chez les chimpanzés. Cela signifie que cette zone d'association qui se trouve sous l'os pariétal semble donc s'être agrandie chez l'Australopithèque. S'il s'avère que cette zone d'association s'est effectivement agrandie au cours des premières étapes de l'évolution humaine, cela signifie que ces créatures ont été capables d'enregistrer de plus en plus d'informations sur leur environnement, en dépit de la taille de leur cerveau similaire à celle d'un singe. Pour Alan Mann, une forme de pensée associative aurait émergé dès les premières étapes de l'évolution humaine. Et ce qui a fait de nous des êtres parlants aurait déjà commencé à apparaître chez les Australopithèques il y a 4 millions d'années. C'est dans son laboratoire de l'évolution humaine à Leipzig que Jean-Jacques Hublin donne à cette recherche un tour nouveau. Grâce au scanner, il compare la croissance des boîtes crâniennes, des premiers hominidés à l'homme moderne, de la naissance à l'âge adulte. Il peut alors visualiser en 3D la manière dont se développe le cerveau de l'enfant et espère ainsi élucider le rôle des mécanismes de la croissance dans l'apparition du langage. Les hommes naissent avec un cerveau qui est extrêmement petit à la naissance, à peu près un quart de la taille de l'adulte à la naissance. C'est beaucoup moins que les 70% qu'on observe chez un macaque ou même les 40% qu'on observe chez un chimpanzé. Et là encore, on sait que ce développement du cerveau après la naissance chez l'homme joue probablement un rôle très très important dans notre capacité à développer un langage complexe. Pourquoi? Parce que, en gros, le câblage du cerveau se met en place alors que l'individu est déjà en train d'interagir avec son environnement, avec ses parents, avec le groupe social. La question, c'est pourquoi ce caractère s'est mis en place chez l'homme. Et là, on pense que les femelles hominidés avaient une limitation très très forte à développer des petits avec un cerveau très très gros à la naissance, parce que simplement elles ne pouvaient pas consacrer l'énergie suffisante au fonctionnement de leur propre cerveau et du cerveau d'un fœtus qui aurait atteint 70% de la taille d'un adulte, par exemple. Et puis, autre problème, nous sommes des bipèdes, nous avons besoin d'un bassin qui est très étroit, et là encore, il y a un conflit entre les contraintes de réduction du diamètre du bassin, et puis d'autre part, l'accroissement du cerveau au cours de l'évolution. Donc, en ayant des petits avec un cerveau réduit à la naissance, eh bien, on résout ces problèmes-là, mais du même coup, il y a un bénéfice secondaire qui est l'exposition du cerveau à cette suite de stimuli. Et donc voilà un deuxième caractère qui est probablement nécessaire au développement du langage complexe, mais qui a initialement été acquis pour des raisons qui ont probablement rien à voir avec le langage. Cette capacité offerte par la bipédie de construire son cerveau après sa naissance a sans doute eu pour conséquence inattendue l'apparition de mécanismes cérébraux qui conduiront l'être humain au langage.
Cette transformation, en quelque sorte forcée du cerveau, a donc donné des qualités d'adaptation nouvelles aux hominidés. De façon inattendue, c'est grâce à la psychologie que la question des origines du langage rebondit. En observant des primates, un psychologue a la surprise de constater que certaines espèces de singes se servent principalement de leur main droite pour communiquer avec leurs congénères. Une main droite commandée dans ce cas chez ces primates et uniquement dans ce cas-là par l'hémisphère gauche du cerveau où l'on sait depuis longtemps que se trouve précisément chez l'être humain ce qu'on appelle les aires du langage. Chez les babouins, mais aussi chez les chimpanzés, on aurait une forme de communication qui serait latéralisée et qui mobiliserait des structures nerveuses qu'on va retrouver ensuite à l'œuvre activée chez l'homme. Il est intéressant de constater que cette mobilisation pour la communication gestuelle n'aurait pas son équivalent pour ce qui est de la communication vocale. Les primates non humains vocalisent, vous les entendez, mais les recherches de terrain et de laboratoire ont montré que la production vocale n'est pas latéralisée au niveau cérébral, alors que la communication gestuelle semble l'être de façon beaucoup plus évidente. Mon idée, c'est que le geste est organisé de manière différente que les vocalisations, que le contrôle cérébral du geste est plus précoce que celui des vocalisations. C'est vrai d'ailleurs chez l'enfant. L'enfant humain a un contrôle de ses gestes plus précoce que celui de ses vocalisations. Et donc, tout ça me fait soutenir l'idée que le système gestuel a joué un rôle important dans la mise en place de ce long processus qui a conduit au langage. L'aptitude du cerveau au mécanisme du langage aurait commencé à se mettre en place il y a au moins 8 millions d'années, bien avant que le moindre mot soit prononcé. Ce serait donc l'usage de la main droite pour communiquer qui serait à l'origine de la spécialisation de l'hémisphère gauche de notre cerveau dans le langage. Et c'est justement dans cet hémisphère gauche que se trouvent les deux zones responsables du langage. L'aire de Broca, qui contrôle la production de la parole, et l'aire de Wernicke, responsable du sens. Ces deux aires sont reliées entre elles par un faisceau de neurones, le faisceau arqué. Si cette hypothèse-là est vraie, alors les signes de la langue des signes ont certainement un statut très particulier, parce que ça voudrait dire que les aires du cerveau qui nous permettent de comprendre ce qu'on entend, les aires de Broca et de Wernicke qui travaillent ensemble, au départ, ça aurait dû être des aires qui permettent de bien saisir la forme d'un signe et de l'interpréter. Et ça aurait évolué vers la compréhension des sons du langage. Donc on a fait l'hypothèse que si ça c'était vrai, alors si on présentait de la langue des signes à quelqu'un qui ne la comprend pas, on devrait activer les aires de la compréhension. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris des sujets et on leur a proposé de regarder une histoire signée ou bien une histoire racontée en langue orale. Ok, tu peux ouvrir tes yeux, je te rentre dans le tunnel. Grâce à l'imagerie cérébrale dont elle est une des pionnières en France, Nathalie Tsouriau et les chercheurs qui l'entourent observent ici, in vivo, l'activité du cerveau au cours de la pratique du langage. Donc on va commencer par la première séquence. Donc tu vas voir apparaître sur l'écran une personne qui va raconter une histoire. Il était une fois un oiseau qui portait une très grosse valise. Les zones mises en œuvre par le cerveau pour pouvoir lire, interpréter et comprendre la langue orale s'activent au cours de l'expérience. Ce qui n'est pas le cas quand on présente au sujet un récit dans une langue étrangère qu'il ignore. Annick, cette fois-ci, la séquence, tu vas voir une personne donc, qui raconte une histoire, mais cette fois-ci en langue des signes. Chez ce sujet, qui ignore tout de la langue des signes, ce sont les zones mises en œuvre par le cerveau pour pouvoir lire et interpréter la langue orale qui s'activent. Mais pas seulement.
En fait, quand ils regardaient l'histoire en langue des signes, ils activaient les aires de la compréhension du langage avec la même intensité. Donc, on peut penser que c'est un argument de plus pour dire qu'effectivement, le langage a pu évoluer à partir du geste. Et que ce sont bien les régions qui ont permis de décoder les gestes et de leur donner un sens qui sont devenues les régions de la compréhension du langage. Donc, le sens, son intégration, sa formulation, sa transmission, c'est un noyau commun, que ce soit des langues signées, que ce soit même un peu de la pantomime, en fait. Ainsi, depuis plus de 4 millions d'années, notre cerveau aurait gardé cette capacité à décoder des signes. Mais si un langage sans parole s'est formé au cours des âges, comment en sommes-nous arrivés à utiliser nos facultés vocales et pourquoi serions-nous passés du geste à la parole? Les linguistes et les neurosciences essaient d'apporter de nouvelles réponses. Pour Michael Corballis, le passage va de soi, car gestes et paroles sont indissociables. Je pense qu'au début, la vocalisation a peut-être permis d'augmenter les gestes manuels. Mais au fil du temps, la gestuelle manuelle a développé la parole. Et c'est pourquoi les gens continuent à faire des gestes en parlant. Donc je pense que l'introduction des sons vocaux dans le langage manuel est due à l'adaptabilité. D'ailleurs, je pense que la parole elle-même est un geste. Donc ce que nous faisons est de faire des gestes avec notre langue, nos lèvres, notre larynx, etc. Il s'agit donc vraiment d'un glissement d'une sorte de geste vers un autre. Et alors à partir du moment où notre visage fait des gestes, bien entendu on ne peut pas voir tous ces gestes car certains se font dans la bouche, et c'est pourquoi on a besoin de la vocalisation afin qu'ils soient accessibles. Voilà ce que je propose. La première étape vers le langage serait la capacité à reproduire un événement. Non seulement il faut percevoir l'événement, mais il faut également le transformer dans le cerveau en une forme qui peut être reproduite par ses propres muscles, par ses propres nerfs moteurs. Le cerveau ne peut faire qu'une chose. Il peut seulement faire bouger les muscles. Tant qu'on ne peut pas créer de modèle dans ses muscles, son visage, sa voix, son corps, pour représenter un événement qu'on a compris, il est impossible de faire sortir cette connaissance de son cerveau pour la transmettre à quelqu'un. Donc, selon moi, la première étape a été la mimésis, c'est-à-dire la capacité à reproduire des événements par les gestes. Merlin Donald ajoute « C'est parce que le geste trouve sa limite que le langage s'impose. Ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il construit un environnement technique et symbolique qui l'oblige à se dépasser. Nous sommes amenés à faire des choses pour lesquelles nous n'étions pas faits au départ. C'est la culture qui nous fait utiliser un potentiel jusque-là inexploité dans les cerveaux. » Cette recherche de l'origine du langage nous conduit au plus profond de nous-mêmes. Comment les mots ont-ils pris place dans les échanges entre les humains? Bruno Falissard, mathématicien et psychiatre, en fait revivre pour nous la naissance. Je suis en face d'un arbre et je reconnais l'arbre. Mais les arbres ne sont jamais tous les mêmes les uns des autres. Donc le cerveau humain catégorise. En reconnaissant, il se souvient et il associe une forme à un ensemble de formes qui y étaient proches. En fait, les mots, c'est exactement la même chose, sauf que ça se passe à l'échelon d'une société et pas d'un être humain. Nous voyons des arbres et il se peut qu'il y ait des fruits qui soient intéressants sur cet arbre et qu'on ait envie de les manger. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a là, sur ce truc-là, moi, dans mon cerveau, c'est un arbre, mais je n'ai pas le mot pour le dire parce que je ne sais pas encore parler. Et donc, je vais signifier lui. Donc, je vais créer un son qui va correspondre à cet arbre-là. Et puis, au fur et à mesure que l'on va appeler comme ça des objets, on va se rendre compte qu'on peut créer un son qui correspond à ce que l'on reconnaît systématiquement et qui prend la forme d'un arbre. Et c'est comme ça que vient le mot arbre. Donc tout fonctionne par catégorisation, reconnaissance. Et le langage, c'est une catégorisation. C'est un ensemble de formes communes à nous,
on lui attribue le même son. Un psychologue américain, Derek Bickerton, imagine la prochaine étape qu'il appelle le proto-langage. Ce serait une langue qui suffit à la fabrication des outils et à la chasse, comme le langage d'un enfant d'1 an et demi, sans grammaire, faite de combinaisons de gestes, d'intonations et de mots. Un mode d'expression qui aurait pu exister pendant plus d'1 million d'années avant que Sapiens, lui, n'invente le langage. Mais pour le linguiste Denis Bouchard, il n'aurait pas fallu attendre si longtemps pour qu'apparaisse l'étape suivante. Il suffirait d'avoir un mot pour absolument chacune des situations dont on voudrait parler. Évidemment, ça devient très vite impossible à gérer. Le cerveau ne peut pas emmagasiner tout ça. Notre système perceptuel ne permet pas des distinctions suffisamment fines pour avoir une infinité d'éléments comme ça. On commence donc à combiner. C'est là qu'arrive la syntaxe très rapidement. La syntaxe combine tout simplement des éléments qui sont relativement généraux. Les mots ont des sens relativement généraux, mais en les combinant, on peut faire un effet d'entonnoir et arriver à exprimer ce qu'on veut exprimer. Mais la syntaxe n'a pas à attendre 1 million d'années pour arriver, puisque tous les éléments sont déjà là. Et la pression, si on veut parler en termes de pression évolutive, la pression pour communiquer ces éléments-là étant déjà présente, on peut passer très facilement d'un proto-langage relativement grossier avec seulement quelques mots à un langage avec une syntaxe en moins d'une génération, en fait. Puis le chat. Tout enfant, dès qu'il parle, est capable, sans enseignement formel, de produire et d'interpréter avec cohérence des phrases qu'il n'a jamais rencontrées auparavant. Partant de ce constat, Noam Chomsky a révolutionné la linguistique il y a 30 ans. Pour lui, si les enfants développent si facilement les opérations complexes du langage, c'est qu'ils disposent de principes innés qui les guident dans l'élaboration de la grammaire de leur langue. Cette intuition novatrice a été longtemps controversée. C'est une mutation génétique qui serait à l'origine de notre capacité à inventer la syntaxe et de notre aptitude à parler. Quelque chose s'est produit, disons une mutation, qui a entraîné un processus qui a engendré une quantité infinie de formes structurées de la pensée. Il est vrai que les conséquences de cette mutation auraient profité de la faculté de penser qui existait déjà. Parce qu'il ne fait aucun doute que ceux qui avaient précédé Sapiens, les premiers hominidés, avaient certaines capacités, comme celle de catégoriser, des façons de structurer leurs expériences. Mais ces capacités étaient limitées, figées. En fait, on les trouve jusqu'à un certain point chez d'autres animaux. Tout d'un coup, l'individu porteur de cette mutation a été capable de penser à peu près de la façon dont nous pensons, avec une série infinie de formes structurées de la pensée, avec une capacité à percevoir, à prévoir, à interpréter le monde, et ainsi de suite. Bref, il existait déjà une sorte de langage de la pensée. Au départ, cette mutation a dû être individuelle, car ces phénomènes se produisent toujours chez une seule personne. Eh bien, cette personne aurait eu un avantage sélectif, c'est-à-dire la capacité à prévoir, percevoir, interpréter, etc., qui donne un avantage sur les autres. Les mutations avantageuses peuvent proliférer, mais ce n'est pas obligatoire. Souvent, elles disparaissent très vite dans les petits groupes. Mais elles peuvent se multiplier par la descendance, et ce, en un temps très court. Ervenhano. Etehega. L'hypothèse qu'une mutation génétique aurait pu être à l'origine des mécanismes cérébraux menant au langage était tentante pour les généticiens. Mais il faut attendre 2002 pour qu'un premier élément concret apparaisse.
En étudiant le patrimoine génétique des membres d'une famille qui présentait de graves désordres du langage, une équipe de généticiens anglais découvre qu'un gène appelé FOXP2 serait impliqué dans la production de la parole, ce que les médias appelleront un peu rapidement le gène du langage. Revenons sur la façon dont nous avons identifié FOXP2 et peut-être comprendrez-vous mieux ce dans quoi, selon nous, il est impliqué. Il a été identifié dans une famille qu'on appellera KE, dont plusieurs générations ont eu des membres souffrant d'un trouble très grave de la parole et du langage. Il était donc difficile de les comprendre quand ils parlaient, mais ils rencontraient en outre des problèmes avec certains aspects de la grammaire, conjugaison et autres parties du langage, qui n'étaient pas liées à la seule parole. En grandissant, ils rencontraient aussi des difficultés pour lire, en raison de leur faible maîtrise du langage. Il s'agit d'un gène qui, lorsqu'il subit une mutation, produit un grave trouble de la parole et du langage. Nous avons examiné de près d'autres formes plus répandues d'altération du langage, mais sans trouver vraiment de preuve que ce gène augmente une sensibilité à des affections répandues. Mais cela nous permet de commencer à entrevoir comment d'autres gènes sont contrôlés par FOXP2 dans le développement du cerveau. Et ceci nous permettra peut-être de mieux comprendre l'intervention du biologique au niveau du langage dans le développement du cerveau. Des généticiens, spécialistes de la préhistoire, ont recherché quand était apparue cette version du gène FOXP2 propre à l'homme. C'est Johannes Krause, à Leipzig, qui a découvert que Néandertal en était aussi porteur. Maintenant que nous savons que l'homme de Néandertal a le même gène FOXP2 que l'homme moderne, il serait très intéressant de remonter encore plus loin dans le passé et d'examiner un autre hominidé et son ADN, et de voir si le gène est présent ou pas. Malheureusement, c'est impossible, parce que si l'on prend l'exemple des australopithèques, la plupart sont trop vieux. L'ADN a une durée de vie de quelques centaines de milliers d'années. Mais on ne peut pas revenir des millions d'années en arrière, vous le savez bien. L'autre difficulté est qu'une grande partie de ces restes provient de zones climatiques chaudes d'Afrique, proche de l'équateur. Et nous savons que les températures élevées et les climats secs sont vraiment mauvais pour la préservation de l'ADN. Donc, nous ne pouvons malheureusement pas étudier cet ADN, car il s'est trop dégradé avec le temps. La génétique semble donc confirmer à son tour que des hominidés auraient pu parler. Ainsi, les sciences humaines et les sciences exactes se rejoignent. Des éléments de preuve s'accumulent pour nous permettre de faire remonter les origines du langage à 2 millions d'années. Mon impression, c'est que c'est apparu à un moment où tout était là pour que ça se passe comme ça. Il y avait d'un côté des êtres vivants, des mammifères, qui avaient un sens de la vie en collectivité qui était très élevé. Donc il y avait besoin, pour lesquels un outil qui permet de générer la communication était extrêmement utile en termes de survie, en termes d'efficacité pour la vie de tous les jours, premier point. Deuxième point, nous avions des organes qui allaient bien fonctionner pour ça. Donc pour parler, pour émettre des sons, il faut avoir un larynx et tout ça. Et nous avions peut-être cette chance à ce moment-là. Et nous avions la chance d'avoir un cerveau particulièrement développé et particulièrement plastique. Et on peut imaginer qu'à l'occasion de la jonction des trois, le langage est né.
Les linguistes nous conduisent vers une explication sociale et politique des origines du langage. Ce qui fait qu'un homme est un être social, c'est qu'il est un être parlant. L'hypothèse que je développe, c'est que le langage humain aurait émergé justement de quelque chose qui ne devait pas être très loin de ce que l'on a pu voir dans le théâtre antique grec. C'est-à-dire que la parole humaine aurait servi d'abord et avant tout à raconter des histoires, mais pas n'importe quelles histoires, des histoires que sont des histoires importantes pour une culture, les grands mythes, le théâtre sacré, etc. Et que c'est grâce à ces histoires qui sont racontées que aurait pu s'établir dans les sociétés humaines une culture, un mode de vie, etc., qui a pu, d'une certaine manière, échapper au biologique, dans la mesure où ces règles ont pu être explicitées par les humains grâce au langage. Celui qui détient une information un petit peu nouvelle va la délivrer aux autres et va faire très attention d'être le premier à le faire. Et donc là, ça nous donne un indice de l'enjeu que représente le langage dans notre espèce. Et pour mesurer cet enjeu, pour essayer de comprendre pourquoi les gens racontent des histoires et discutent, c'est très simple, il suffit d'arrêter de le faire pendant quelques jours. Et la conséquence est immédiate et sans appel, c'est-à-dire que la personne qui tente l'expérience va casser son réseau social. Donc, en fait, le langage est intimement lié à la constitution des réseaux sociaux. Ce que permet le langage, c'est de coordonner l'interprétation de la réalité entre deux individus. Et à ce moment-là, ça ouvre donc toute une perspective de s'imaginer des mondes, puisque on peut s'apercevoir qu'on ne le voit pas de la même façon. On peut donc s'imaginer qu'il y a une autre façon de voir le monde à ce moment-là. Et voilà, on vient de s'ouvrir au non-immédiat dans toutes ces possibilités créatrices à ce moment-là. C'est au tour de l'intelligence artificielle de proposer maintenant de nouvelles expériences pour comprendre comment naît le langage. Des robots autonomes qui peuvent voir, se mettre à la place de l'autre, se situer dans l'espace, fabriquer des sons, tentent de coordonner leur expérience de la réalité. Nous avons là une expérience où deux robots jouent à un jeu de langage. Celui-ci vient de dire quelque chose, qui est en réalité le nom qu'il donne à un des objets qui les entourent. Et celui-là est maintenant en train de pointer du doigt l'objet qu'il pense que l'autre a nommé. Donc celui-ci apporte des informations en disant « Non, ce n'est pas l'objet auquel je pensais ». Et il va à présent montrer l'objet auquel il faisait allusion. Donc il dit « Voici celui auquel je pensais ». Maintenant, ce robot observe. Et donc, grâce à cette séquence, le second robot peut apprendre le nom de l'objet que le premier robot a inventé ou déjà utilisé. Ce genre de jeu est un système qui leur permet de pratiquer leur lexique. Mais ils peuvent aussi inventer de nouveaux noms, et l'autre peut apprendre le nom. Ils jouent à ce jeu de nombreuses fois, et en fait, ils créent très rapidement un lexique commun pour désigner les objets qui les entourent. Et il s'avère que si l'on rend les mots plus compliqués, on est alors obligé de commencer à employer de la grammaire. Sinon, on ne peut pas réussir à communiquer. Nous avons donc introduit un peu plus de mécanismes dans ces agents, pour qu'ils commencent à créer leur grammaire. C'est une grammaire auto-inventée, mais elle a des catégories de syntaxe comme les noms et les verbes. Elle a une structure syntaxique. Elle a des éléments similaires à ceux présents dans le langage naturel de l'homme. De l'australopithèque au robot, l'aventure du langage continue. Les aptitudes qui nous ont menés au langage et à la découverte de la parole sont désormais à la portée des ordinateurs. Après des millions d'années, ce gigantesque voyage dans l'histoire de l'humanité nous propulse dans le futur. Nous sommes peut-être en train de franchir une nouvelle étape, celle où nos modes de communication seront, grâce aux ordinateurs, de plus en plus indépendants des cerveaux humains. Mémoire, langage
et réseaux informatiques sont-ils en train de nous mener vers un nouveau stade de l'évolution ? Il y a 2 millions d'années, poussés par de multiples contraintes, nos lointains ancêtres, les premiers hominidés, sortent du continent africain et gagnent rapidement les confins du globe. Homo habilis, Homo ergaster, homme de Pékin, antécessor, dans ce buisson foisonnant de l'évolution, apparaît en Afrique il y a 100 000 ans Homo sapiens, c'est-à-dire nous, doués de parole. Mais sommes-nous vraiment les premiers à avoir parlé ? Aujourd'hui, des chercheurs de toutes disciplines contestent cette idée reçue et se tournent naturellement vers notre plus proche cousin, l'homme de Néandertal, apparu en Europe il y a 250 000 ans. Nomade infatigable et extraordinaire chasseur, l'homme de Néandertal n'apparaît plus comme un être à l'humanité imparfaite. La question de savoir si Néandertal pouvait parler n'est plus désormais inconcevable. Comme le langage ne fossilise pas, les scientifiques doivent interpréter chaque indice. Et pour tenter de savoir si Néandertal parlait, ils formulent des hypothèses à partir des traces laissées par des activités telles que la chasse. Les hommes de Néandertal, ici, amènent des morceaux de carcasse de renne pour en extraire le maximum de ressources alimentaires. Ils extraient toutes les parties molles, toutes les parties musculaires. Ils cassent tous les os pour en extraire la moelle marron, riche en graisse. Ils cassent et ils emportent toutes les extrémités articulaires qui a la moelle rouge, riche en sang, afin de stocker cette ressource alimentaire, assez probablement à l'endroit où ils vivaient. Donc c'est un peu une boucherie, finalement, du paléolithique moyen. Cette pratique, bien sûr, nécessite un langage parce qu'il faut pouvoir communiquer avec toutes les autres personnes qui font le même type d'activité. Il faut pouvoir communiquer avec les membres du groupe dans lequel on vit pour pouvoir stocker cette nourriture. C'est un comportement qui est très spécialisé. L'idée qu'on va préserver de la nourriture afin de pouvoir s'alimenter dans le futur. Et c'est un comportement aussi très spécialisé par rapport à toutes les questions relatives à cet environnement qui était autour d'eux et qu'ils connaissaient parfaitement. C'est dire qu'ils avaient des capacités cognitives similaires aux nôtres. Et pour moi, ces capacités cognitives impliquent des capacités langagières d'une complexité identique.
Si Bruno Moreille formule cette hypothèse, c'est que les scientifiques qui étudient le mode de vie de Néandertal le voient bien plus proche de nous qu'ils ne le pensaient auparavant. Cet homme de Néandertal qui a vu arriver Homo sapiens en Europe il y a 50 000 ans et qui l'a côtoyé pendant 20 000 ans avant de disparaître mystérieusement. Si les archéologues accordent donc aujourd'hui à l'homme de Néandertal la possibilité de parler, c'est qu'une révolution de la pensée scientifique s'est produite dans les années 80. Jean-Louis M., chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, a porté le premier coup. En 1981, il procède à une nouvelle restauration du crâne d'un homme de Néandertal vieux de 50 000 ans, qu'on avait découvert au début du XXe siècle. C'est à partir de lui que les scientifiques avaient conclu que Néandertal ne pouvait pas parler. Et là, surprise. Tout ce qui a été étudié avant ma constitution pose un peu un problème, c'est qu'on n'avait pas les données réelles. La base du crâne était placée en position très horizontale, ce qui avait eu pour effet de faire penser que cette position ressemblait davantage à celle d'un singe. D'où toute la polémique qui a été présentée depuis une trentaine d'années sur l'incapacité des Néandertaliens à profiter de la parole. Alors cette reconstitution annule complètement toutes ces idées pour permettre pour montrer justement qu'avec une base du crâne fléchie comme chez nous, la capacité phonatoire était possible, parce que ça entraîne tout un mécanisme au niveau de la posture du corps et tout le reste. Donc par conséquent, il y a une corrélation étroite entre la position de notre corps et la position de la tête au-dessus de la colonne vertébrale. Et ça, c'est la bipédie qui a été à l'origine de cette disposition. Un an plus tard, en 1982, un nouvel élément survient. Il va conforter les scientifiques qui pensaient que Néandertal avait la capacité anatomique de parler. Un groupe international de chercheurs reprenait des fouilles commencées dans les années 30. Deux anthropologues, Anne-Marie Tillier et Baruch Arensburg, en faisaient partie. Leur découverte a été faite dans une grotte du Mont Carmel, près de Haïfa, dans ce Moyen-Orient qui est depuis toujours le passage naturel entre l'Afrique et le reste du monde. Nos différents ancêtres qui recherchaient d'autres espaces, d'autres climats, d'autres biotopes, se sont croisés ici depuis au moins 2 millions d'années. Une sépulture de Néandertal d'environ 60 000 ans va fournir cet élément nouveau. On a vu apparaître en fouillant, c'est une collègue qui a trouvé les premiers éléments des premiers os humains. Ensuite, on a commencé à décaper progressivement et on a mis en évidence tout un squelette qui était conservé avec les connexions anatomiques. Et donc, ça a été une découverte pour nous fantastique parce que c'était la première pour la période considérée et dans tout l'ancien monde depuis plus de 25 ans. Donc, ça a été l'émoi sur le site et les fouilleurs, qui étaient des fouilleurs venant des différentes universités israéliennes, américaines ou françaises, ont été très excités eux aussi par cette découverte. Peut-être la plus importante, c'est cette petite os qui s'appelle hyoïde. Et c'est la première fois qu'il a été trouvé dans des très anciens exemplaires humains. C'est lui qui est la base, on peut dire, de la phonation, qui nous indique quelle est la distance entre la larynx, larynx, pharynx et la base du crâne. Il nous indique quelles sont les possibilités d'avoir une chambre sonore pour faire le son qu'on a besoin pour parler. Et maintenant, ici, vous avez la mâchoire, la mandibule. Ça a une très très proche relation avec l'os hyoïde. Ils ont comme ça, un presque attaché à l'autre. Et donc, si moi j'ai le hyoïde et la mandibule,
je peux savoir exactement quelle est la relation entre les deux composants anatomiques, et aussi on peut savoir quelle est la distance entre la base de crâne et le petit os hyoïde. Donc c'était une première découverte. Et ça a amené de la part des collègues qui pensaient que l'origine du langage était directement associée à l'homme dit moderne, c'est-à-dire aux hommes du Paléolithique supérieur qui avaient également découvert l'art, de constater qu'avant la manifestation de l'art, pariétal ou autre, il y avait déjà un langage articulé. Depuis, nos collègues espagnols ont trouvé dans un site près d'Atapuerca, le site de Cima de los Huesos, des os hyoïdes qui leur permettent de dire que dans ce site, dans des niveaux datés autour de 500 000 ans, selon les dernières datations publiées, l'os hyoïde était déjà de morphologie moderne. Et là, ce seraient des hommes fossiles qui ont précédé les Néandertaliens. Ce ne sont pas encore tout à fait des Néandertaliens, pour eux. La possibilité de parler venait de remonter de 400 000 ans, avant même l'homme de Néandertal. Et si Homo sapiens et Néandertal pouvaient tous deux parler, il est permis de penser que Homo ergaster, leur ancêtre commun dans l'évolution, pouvait lui aussi parler. Hypothèse qui permettrait de remonter de 2 millions d'années. Pour pousser plus loin l'enquête, Jean-Louis M., qui avait restauré le crâne du muséum, a fait appel à Louis Jamboé, spécialiste de la parole. Il voulait vérifier que le conduit vocal de Néandertal lui avait permis de produire la grande variété des sons que nous utilisons pour parler. Louis Jamboé a alors mis au point un modèle virtuel du conduit vocal de Néandertal qu'il a réalisé. Jusqu'à maintenant, il y avait une théorie qui était largement diffusée, qui consistait à dire le singe ne parle pas, le bébé ne parle pas, Néandertal ne pouvait pas parler parce qu'ils avaient un petit pharynx. En fait, les travaux que nous avons menés montrent tout d'abord qu'un conduit vocal de singe à la naissance est exactement identique à un conduit vocal de bébé. Donc le bébé, très rapidement, à partir de 7 mois, va babiller, va pouvoir parler. C'est à partir de 4 ou 5 mois que le bébé devient capable de jouer avec les variations de sa voix au moment où son larynx vient se mettre en place, comme s'il était voué au langage. Nous avons montré même qu'un conduit vocal de singe adulte, de chimpanzé adulte, pouvait produire tous les sons qui sont présents dans les langues du monde. Mais aucun chimpanzé n'a parlé. Donc en fait, si le chimpanzé ne parle pas, ce n'est pas à cause de son conduit vocal, c'est à cause de la maîtrise de son conduit vocal et de son incapacité à associer des gestes à des sons et à du sens. Les scientifiques doivent ainsi abandonner la théorie selon laquelle seul Homo sapiens pouvait parler grâce à la position de son conduit vocal. Mais si avoir les organes pour parler ne suffit pas pour inventer le langage, dans quelle direction faut-il chercher pour en trouver les origines ? Le langage dont nous parlons, dans le sens où un individu communique avec un autre et qu'ils se comprennent, n'est pas dû, selon moi, à des raisons anatomiques. Je pense que, si nous voulons une réponse, nous devons regarder du côté des recherches archéologiques.
et nous intéresser particulièrement à l'époque où apparaissent les outils standardisés. Naturellement, je ne parle pas de bouts de bois ou d'os, mais bien d'outils qui sont standardisés. Il existe donc des règles pour les fabriquer. Ceci a commencé, disons, il y a environ 2 millions d'années. Ce phénomène constitue déjà un indice important de l'existence d'une forme de communication, utilisant probablement le langage. Qui dit technologie complexe dit apprentissage, dit transmission des savoirs, et ces savoirs, à un moment donné, sont tellement sophistiqués, tellement complexes qu'on peut difficilement imaginer qu'il ne s'agit que de transmission des savoirs par des grognements ou des gestes. Et on peut supposer effectivement un langage articulé assez rapidement. Ceci est un grattoir. C'est un grattoir qu'on peut tenir dans ses mains. Et il a probablement été un très bel outil de boucherie. Mais ce n'est pas tellement sur l'outil que je veux attirer votre attention, mais sur le matériau. Sur le site lui-même et à proximité, la qualité du silex est extrêmement mauvaise. Il n'est pas très facile à tailler et il ne permet pas de fabriquer un outil fonctionnel. Cependant, on trouve à plus de 30 km de là un gisement de silex comme ce silex-là, qui permet de fabriquer de très bons outils. Les Néandertaliens connaissaient la différence entre ces deux sortes de silex. Ils sont partis, ont parcouru les 30 km aller-retour et ont rapporté le bon silex. Ils conservaient les outils faits avec ce silex de très bonne qualité et quand le bord s'était émoussé, ils l'aiguisaient. Naturellement, l'outil rapetissait et ils l'aiguisaient alors à nouveau jusqu'à finir par l'abandonner. Pour moi, ceci révèle une capacité extrêmement complexe de compréhension. Pensez une forme avant de la tailler dans le silex, imaginez ce qui n'existe pas encore, envisagez le futur, évoquez un objet qui n'est plus là, c'est le propre d'une activité symbolique. Et le langage est inconcevable sans la pensée symbolique. Jusqu'ici, les archéologues ont approché la question de la représentation symbolique à travers les peintures rupestres, les arts plastiques ou la gravure sur ivoire et sur bois. Nous n'avons rien trouvé de tel pour l'homme de Néandertal. Mais cependant, il existe certains éléments prouvant que ceux qui vivaient sur les côtes françaises façonnaient des objets décoratifs. Ceci pourrait vraiment signifier que, d'une certaine façon, ils étaient capables de représentations symboliques. J'irais donc jusqu'à dire qu'ils pouvaient réellement utiliser le langage. Rechercher les origines du langage, c'est aussi rechercher les traces de cette pensée symbolique. C'est ce que Francesco D'Errico traque à travers le monde et étudie. Il y a 10 ans, on considérait que les premiers objets de parure avaient été créés par des hommes comme nous, arrivant en Europe il y a environ 40 000 ans, et remplaçant les derniers Néandertaliens. Aujourd'hui, nous savons que les premiers objets de parure ont été utilisés en Afrique du Sud, en Afrique du Nord et au Proche-Orient il y a au moins 100 000 ans. Ces coquillages ont été délibérément choisis, ramassés sur la plage, perforés, portés, coloriés. Donc nous avons là les preuves d'une volonté claire de changer l'image de notre corps et le transformer dans un symbole qui pouvait communiquer des informations aux membres du même groupe ou aux membres des groupes voisins.
Ce que vous voyez ici est un fragment d'oxyde de manganèse utilisé comme colorant par les Néandertaliens il y a 50 000 ans. Sur la facette sur l'écran, vous voyez des stries obliques, légèrement obliques par rapport à l'axe de la facette. Ces stries ont été produites par les Néandertaliens en abrasant le colorant sur un fragment de grès. Nous avons dans le même site des fragments de grès, des plaquettes de grès qui portent encore les traces de cette abrasion sous la forme d'une tache de couleur noire. Pourquoi ils l'utilisaient? Nous pensons, d'après l'analyse microscopique des colorants et d'après l'étude rugosimétrique des facettes, que ces colorants devaient être, après la première abrasion, utilisés sur des surfaces souples, comme de la peau animale ou de la peau humaine, peut-être pour produire des peintures corporelles. L'usage de ces décorations par Néandertal est donc un indice supplémentaire de sa capacité à parler. Mais pour les hommes préhistoriques qui l'ont précédé, aucune trace d'activité artistique ou symbolique n'a pu être retrouvée. Les archéologues n'ont que quelques rares squelettes ou ossements pour poursuivre leur enquête. Mais comment peut-on lire les traces de ce processus d'évolution qui a conduit à la pensée humaine et au langage dans des crânes fossiles dont le cerveau a disparu? Des indices existent, mais il faut parfois savoir faire parler de petits détails, comme les légères marques que les circonvolutions de nos cerveaux laissent à l'intérieur des boîtes crâniennes. C'est ce que nous montre Alan Mann. À l'arrière du cerveau, on trouve un sillon très fin qui a la forme d'une demi-lune. On l'appelle donc scissure en forme de lune ou scissure de lune. Chez les singes, ce sillon se trouve un peu vers l'avant du cerveau, ce qui signifie que la partie juste derrière, où se situe la zone qui reçoit les images envoyées par les yeux, est comparativement plus grande. Quand on compare cette position de la scissure de lune chez les chimpanzés et chez une créature comme l'Australopithèque d'Afrique du Sud, on voit que la scissure de lune sur le cerveau, à l'intérieur de sa boîte crânienne, se trouve par contre plus loin en arrière. Juste devant, on trouve une aire très importante d'association qui est plus petite chez les chimpanzés. Cela signifie que cette zone d'association qui se trouve sous l'os pariétal semble donc s'être agrandie chez l'Australopithèque. S'il s'avère que cette zone d'association s'est effectivement agrandie au cours des premières étapes de l'évolution humaine, cela signifie que ces créatures ont été capables d'enregistrer de plus en plus d'informations sur leur environnement, en dépit de la taille de leur cerveau, similaire à celle d'un singe. Pour Alan Mann, une forme de pensée associative aurait émergé dès les premières étapes de l'évolution humaine. Et ce qui a fait de nous des êtres parlants aurait déjà commencé à apparaître chez les Australopithèques il y a 4 millions d'années. C'est dans son laboratoire de l'évolution humaine à Leipzig que Jean-Jacques Hublin donne à cette recherche un tour nouveau. Grâce au scanner, il compare la croissance des boîtes crâniennes, des premiers hominidés à l'homme moderne, de la naissance à l'âge adulte. Il peut alors visualiser en 3D la manière dont se développe le cerveau de l'enfant et espère ainsi élucider le rôle des mécanismes de la croissance dans l'apparition du langage. Les hommes naissent avec un cerveau qui est extrêmement petit à la naissance, à peu près un quart de la taille de l'adulte à la naissance. C'est beaucoup moins que les 70% qu'on observe chez un macaque ou même les 40% qu'on observe chez un chimpanzé. Et là encore, on sait que ce développement du cerveau après la naissance chez l'homme joue probablement un rôle très très important dans notre capacité à développer un langage complexe. Pourquoi? Parce que, en gros, le câblage du cerveau se met en place alors que l'individu est déjà en train d'interagir avec son environnement, avec ses parents, avec le groupe social.
La question, c'est pourquoi ce caractère s'est mis en place chez l'homme. Et là, on pense que les femelles hominidées avaient une limitation très très forte à développer des petits avec un cerveau très très gros à la naissance, parce que simplement elles ne pouvaient pas consacrer l'énergie suffisante au fonctionnement de leur propre cerveau et du cerveau d'un fœtus qui aurait atteint 70% de la taille d'un adulte, par exemple. Et puis, autre problème, nous sommes des bipèdes, nous avons besoin d'un bassin qui est très étroit, et là encore, il y a un conflit entre les contraintes de réduction du diamètre du bassin, et puis d'autre part, l'accroissement du cerveau au cours de l'évolution. Donc, en ayant des petits avec un cerveau réduit à la naissance, eh bien, on résout ces problèmes-là, mais du même coup, il y a un bénéfice secondaire qui est l'exposition du cerveau à cette suite de stimuli. Et donc, voilà un deuxième caractère qui est probablement nécessaire au développement du langage complexe, mais qui a initialement été acquis pour des raisons qui ont probablement rien à voir avec le langage. Cette capacité offerte par la bipédie de construire son cerveau après sa naissance a sans doute eu pour conséquence inattendue l'apparition de mécanismes cérébraux qui conduiront l'être humain au langage. Cette transformation, en quelque sorte forcée du cerveau, a donc donné des qualités d'adaptation nouvelles aux hominidés. De façon inattendue, c'est grâce à la psychologie que la question des origines du langage rebondit. En observant des primates, un psychologue a la surprise de constater que certaines espèces de singes se servent principalement de leur main droite pour communiquer avec leurs congénères. Une main droite commandée dans ce cas chez ces primates et uniquement dans ce cas-là par l'hémisphère gauche du cerveau où l'on sait depuis longtemps que se trouve précisément chez l'être humain ce qu'on appelle les aires du langage. Chez les babouins, mais aussi chez les chimpanzés, on aurait une forme de communication qui serait latéralisée et qui mobiliserait des structures nerveuses qu'on va retrouver ensuite à l'œuvre activée chez l'homme. Il est intéressant de constater que cette mobilisation pour la communication gestuelle n'aurait pas son équivalent pour ce qui est de la communication vocale. Les primates non humains vocalisent, vous les entendez, mais les recherches de terrain et de laboratoire ont montré que la production vocale n'est pas latéralisée au niveau cérébral, alors que la communication gestuelle semble l'être de façon beaucoup plus évidente. Mon idée, c'est que le geste est organisé de manière différente que les vocalisations, que le contrôle cérébral du geste est plus précoce que celui des vocalisations. C'est vrai d'ailleurs chez l'enfant. L'enfant humain a un contrôle de ses gestes plus précoce que celui de ses vocalisations. Et donc, tout ça me fait soutenir l'idée que le système gestuel a joué un rôle important dans la mise en place de ce long processus qui a conduit au langage. L'aptitude du cerveau au mécanisme du langage aurait commencé à se mettre en place il y a au moins 8 millions d'années, bien avant que le moindre mot soit prononcé. Ce serait donc l'usage de la main droite pour communiquer qui serait à l'origine de la spécialisation de l'hémisphère gauche de notre cerveau dans le langage. Et c'est justement dans cet hémisphère gauche que se trouvent les deux zones responsables du langage. L'aire de Broca, qui contrôle la production de la parole, et l'aire de Wernicke, responsable du sens. Ces deux aires sont reliées entre elles par un faisceau de neurones, le faisceau arqué. Si cette hypothèse-là est vraie, alors les signes de la langue des signes ont certainement un statut très particulier, parce que ça voudrait dire que les aires du cerveau qui nous permettent de comprendre ce qu'on entend, les aires de Broca et de Wernicke qui travaillent ensemble, au départ, ça aurait dû être des aires qui permettent de bien saisir la forme d'un signe et de l'interpréter.
Et ça aurait évolué vers la compréhension des sons du langage. Donc on a fait l'hypothèse que si ça c'était vrai, alors si on présentait de la langue des signes à quelqu'un qui ne la comprend pas, on devrait activer les aires de la compréhension. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris des sujets et on leur a proposé de regarder une histoire signée ou bien une histoire racontée en langue orale. Ok, tu peux ouvrir tes yeux, je te rentre dans le tunnel. Grâce à l'imagerie cérébrale dont elle est une des pionnières en France, Nathalie Tsouriau et les chercheurs qui l'entourent observent ici, in vivo, l'activité du cerveau au cours de la pratique du langage. Donc on va commencer par la première séquence. Donc tu vas voir apparaître sur l'écran une personne qui va raconter une histoire. Il était une fois un oiseau qui portait une très grosse valise. Les zones mises en œuvre par le cerveau pour pouvoir lire, interpréter et comprendre la langue orale s'activent au cours de l'expérience. Ce qui n'est pas le cas quand on présente au sujet un récit dans une langue étrangère qu'il ignore. Annick, cette fois-ci, la séquence, tu vas voir une personne donc qui raconte une histoire, mais cette fois-ci en langue des signes. Chez ce sujet, qui ignore tout de la langue des signes, ce sont les zones mises en œuvre par le cerveau pour pouvoir lire et interpréter la langue orale qui s'activent. Mais pas seulement. En fait, quand ils regardaient l'histoire en langue des signes, ils activaient les aires de la compréhension du langage avec la même intensité. Donc, on peut penser que c'est un argument de plus pour dire qu'effectivement, le langage a pu évoluer à partir du geste. Et que ce sont bien les régions qui ont permis de décoder les gestes et de leur donner un sens qui sont devenues les régions de la compréhension du langage. Donc le sens, son intégration, sa formulation, sa transmission, c'est un noyau commun, que ce soit des langues signées, que ce soit même un peu de la pantomime en fait. Ainsi, depuis plus de 4 millions d'années, notre cerveau aurait gardé cette capacité à décoder des signes. Mais si un langage sans parole s'est formé au cours des âges, comment en sommes-nous arrivés à utiliser nos facultés vocales et pourquoi serions-nous passés du geste à la parole? Les linguistes et les neurosciences essaient d'apporter de nouvelles réponses. Pour Michael Corballis, le passage va de soi, car gestes et paroles sont indissociables. Je pense qu'au début, la vocalisation a peut-être permis d'augmenter les gestes manuels. Mais au fil du temps, la gestuelle manuelle a développé la parole. Et c'est pourquoi les gens continuent à faire des gestes en parlant. Donc je pense que l'introduction des sons vocaux dans le langage manuel est due à l'adaptabilité. D'ailleurs, je pense que la parole elle-même est un geste. Donc ce que nous faisons est de faire des gestes avec notre langue, nos lèvres, notre larynx, etc. Il s'agit donc vraiment d'un glissement d'une sorte de geste vers un autre. Et alors à partir du moment où notre visage fait des gestes, bien entendu on ne peut pas voir tous ces gestes car certains se font dans la bouche, et c'est pourquoi on a besoin de la vocalisation afin qu'ils soient accessibles. Voilà ce que je propose. La première étape vers le langage serait la capacité à reproduire un événement. Non seulement il faut percevoir l'événement, mais il faut également le transformer dans le cerveau en une forme qui peut être reproduite par ses propres muscles, par ses propres nerfs moteurs. Le cerveau ne peut faire qu'une chose. Il peut seulement faire bouger les muscles. Tant qu'on ne peut pas créer de modèle dans ses muscles, son visage, sa voix, son corps, pour représenter un événement qu'on a compris, il est impossible de faire sortir cette connaissance de son cerveau pour la transmettre à quelqu'un. Donc, selon moi, la première étape a été la mimésis, c'est-à-dire la capacité à reproduire des événements par les gestes. Merlin Donald ajoute « C'est parce que le geste trouve sa limite que le langage s'impose. Ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il construit un environnement technique et symbolique qui l'oblige à se dépasser. Nous sommes amenés à faire des choses pour lesquelles nous n'étions pas faits au départ. C'est la culture qui nous fait utiliser un potentiel jusque-là inexploité dans les cerveaux. » Cette recherche de l'origine du langage nous conduit au plus profond de nous-mêmes.
comment les mots ont-ils pris place dans les échanges entre les humains? Bruno Falissard, mathématicien et psychiatre, en fait revivre pour nous la naissance. Je suis en face d'un arbre et je reconnais l'arbre. Mais les arbres ne sont jamais tous les mêmes les uns des autres. Donc le cerveau humain catégorise. En reconnaissant, il se souvient et il associe une forme à un ensemble de formes qui y étaient proches. En fait, les mots, c'est exactement la même chose, sauf que ça se passe à l'échelon d'une société et pas d'un être humain. Nous voyons des arbres et il se peut qu'il y ait des fruits qui soient intéressants sur cet arbre et qu'on ait envie de les manger. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a là, sur ce truc-là, moi, dans mon cerveau, c'est un arbre, mais je n'ai pas le mot pour le dire parce que je ne sais pas encore parler. Et donc, je vais signifier lui. Donc je vais créer un son qui va correspondre à cet arbre-là. Et puis, au fur et à mesure que l'on va appeler comme ça des objets, on va se rendre compte qu'on peut créer un son qui correspond à ce que l'on reconnaît systématiquement et qui prend la forme d'un arbre. Et c'est comme ça que vient le mot arbre. Donc tout fonctionne par catégorisation, reconnaissance. Et le langage, c'est une catégorisation. C'est un ensemble de formes communes à nous. On lui attribue le même son. Un psychologue américain, Derek Bickerton, imagine la prochaine étape qu'il appelle le proto-langage. Ce serait une langue qui suffit à la fabrication des outils et à la chasse, comme le langage d'un enfant d'1 an et demi, sans grammaire, faite de combinaisons de gestes, d'intonations et de mots. Un mode d'expression qui aurait pu exister pendant plus d'1 million d'années, avant que Sapiens, lui, n'invente le langage. Mais pour le linguiste Denis Bouchard, il n'aurait pas fallu attendre si longtemps pour qu'apparaisse l'étape suivante. Il suffirait d'avoir un mot pour absolument chacune des situations dont on voudrait parler. Évidemment, ça devient très vite impossible à gérer. Le cerveau ne peut pas emmagasiner tout ça. Notre système perceptuel ne permet pas des distinctions suffisamment fines pour avoir une infinité d'éléments comme ça. On commence donc à combiner. C'est là qu'arrive la syntaxe très rapidement. La syntaxe combine tout simplement des éléments qui sont relativement généraux. Les mots ont des sens relativement généraux, mais en les combinant, on peut faire un effet d'entonnoir et arriver à exprimer ce qu'on veut exprimer. Mais la syntaxe n'a pas à attendre 1 million d'années pour arriver, puisque tous les éléments sont déjà là. Et la pression, si on veut parler en termes de pression évolutive, la pression pour communiquer ces éléments-là étant déjà présente, on peut passer très facilement d'un proto-langage relativement grossier avec seulement quelques mots à un langage avec une syntaxe en moins d'une génération, en fait. Puis le chat. Tout enfant, dès qu'il parle, est capable, sans enseignement formel, de produire et d'interpréter avec cohérence des phrases qu'il n'a jamais rencontrées auparavant. Partant de ce constat, Noam Chomsky a révolutionné la linguistique il y a 30 ans. Pour lui, si les enfants développent si facilement les opérations complexes du langage, c'est qu'ils disposent de principes innés qui les guident dans l'élaboration de la grammaire de leur langue. Cette intuition novatrice a été longtemps controversée. C'est une mutation génétique qui serait à l'origine de notre capacité à inventer la syntaxe et de notre aptitude à parler. Quelque chose s'est produit, disons une mutation, qui a entraîné un processus qui a engendré une quantité infinie de formes structurées de la pensée. Il est vrai que les conséquences de cette mutation auraient profité de la faculté de penser qui existait déjà. Parce qu'il ne fait aucun doute que ceux qui avaient précédé Sapiens, les premiers hominidés, avaient certaines capacités, comme celle de catégoriser, des façons de structurer leurs expériences. Mais ces capacités étaient limitées, figées. En fait, on les trouve jusqu'à un certain point chez d'autres animaux. Tout d'un coup, l'individu porteur de cette mutation a été capable de penser à peu près de la façon dont nous pensons, avec une série infinie de formes structurées de la pensée, avec une capacité à percevoir, à prévoir, à interpréter le monde, et ainsi de suite.
Bref, il existait déjà une sorte de langage de la pensée. Au départ, cette mutation a dû être individuelle, car ces phénomènes se produisent toujours chez une seule personne. Eh bien, cette personne aurait eu un avantage sélectif, c'est-à-dire la capacité à prévoir, percevoir, interpréter, etc., qui donne un avantage sur les autres. Les mutations avantageuses peuvent proliférer, mais ce n'est pas obligatoire. Souvent, elles disparaissent très vite dans les petits groupes, mais elles peuvent se multiplier par la descendance, et ce, en un temps très court. L'hypothèse qu'une mutation génétique aurait pu être à l'origine des mécanismes cérébraux menant au langage était tentante pour les généticiens. Mais il faut attendre 2002 pour qu'un premier élément concret apparaisse. En étudiant le patrimoine génétique des membres d'une famille qui présentait de graves désordres du langage, une équipe de généticiens anglais découvre qu'un gène appelé FOXP2 serait impliqué dans la production de la parole, ce que les médias appelleront un peu rapidement le gène du langage. Revenons sur la façon dont nous avons identifié FOXP2 et peut-être comprendrez-vous mieux ce dans quoi, selon nous, il est impliqué. Il a été identifié dans une famille qu'on appellera KE, dont plusieurs générations ont eu des membres souffrant d'un trouble très grave de la parole et du langage. Il était donc difficile de les comprendre quand ils parlaient, mais ils rencontraient en outre des problèmes avec certains aspects de la grammaire, conjugaison et autres parties du langage, qui n'étaient pas liées à la seule parole. En grandissant, ils rencontraient aussi des difficultés pour lire, en raison de leur faible maîtrise du langage.